une introduction aux problématiques de l'éthique, plutôt de la bioéthique, et à la particularité des maladies neurologiques et des neurosciences en matière d'éthique. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir de façon plus détaillée sur ces problèmes qui sont négligés relativement dans beaucoup de pays, mais aux États-Unis, ça fait plus de 20-25 ans qu'il y a des cursus de formation pour les résidents en neurologie et en neuroéthique. Alors voilà le plan que je vais vous montrer. C'est bon? D'accord? Oui, c'est bon. Alors voilà le plan que je vais faire. Je vais parler. Non, c'est très. Allez, non, on ne peut pas l'enlever. Je suis très laid, non? Voilà, comme ça vient. Merci. Alors, c'est vrai que j'ai 20 minutes. Je vais dire quelques mots sur le concept de bioéthique et vous allez voir que c'est différent de l'éthique médicale. D'accord? C'est un concept qui est nouveau, qui est différent. Donc, parler de la particularité de l'éthique en neurologie et après de l'éthique des neurosciences qui actuellement porte un nom qui s'appelle la neuroéthique. Alors, l'éthique médicale, en fait, c'est quelque chose qui est très, très ancien. C'est depuis le serment d'Hippocrate, donc c'est ça l'éthique médicale, c'est-à-dire la déontologie du médecin, comment il doit se comporter avec son malade. Et par contre, la bioéthique a émergé plutôt sur les dérives de certains médecins, surtout dans des conditions politiques particulières, pour faire de l'expérimentation humaine. Et je pense que vous connaissez tous, et c'est là la naissance de la bioéthique, c'est le code de Nuremberg, donc de 1947, qui était en fait un tribunal à Nuremberg américain pour juger, américain mais au nom donc disons du monde, ensemble, de juger les criminels nazis qui ont fait des expérimentations humaines. Et la première chose donc, qui a émergé, c'est d'avoir un code que les médecins ce qu'ils ne doivent pas faire. On va voir que ce n'est pas suffisant en 1947, même pour les Américains. Alors, la bioéthique en elle-même, il va émerger après, dans les années 70, 79. Et à cause de certaines dérives, là aussi, de médecins, et surtout à cause donc, de l'apparition des technosciences, donc en particulier de la radiologie, l'imagerie, la neuroimagerie, et surtout appliquée aux neurosciences, aux sciences cognitives. Alors je vais faire un peu d'histoire, ça me permet de meubler la conférence. Probablement que certains parmi vous connaissent le scandale de l'étude Tuskegee sur la syphilis aux États-Unis. Alors Tuskegee, en fait, c'est une ville d'Alabama, c'est-à-dire au fief du racisme américain. Et des médecins, ils ont décidé qu'ils vont laisser des Noirs américains, qui étaient un peu plus de 600, ne pas traiter leur syphilis, pour voir l'évolution de la maladie chez eux. Alors, bien sûr, vous savez qu'il n'y avait pas de traitement de la syphilis au début, mais quand même, juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, 1946, il y avait la pénicilline qui a été découverte et qui était un traitement efficace. Alors, ce qui est gravissime dans cette situation, ce n'est pas des médecins, donc des fous furieux, mais en fait, c'est les structures sanitaires publiques de la région qui ont décidé de le faire. Donc ça, c'est comme gravissime.
Et je vous ai parlé du code de Nuremberg en 1947, mais là, les Turcs, ils ont continué à le faire. Malgré le code, il y a eu bien sûr des centaines qui ont développé des complications de la syphilis. Et ça n'a été arrêté qu'en 1972. 72 parce qu'il y avait un médecin américain qui travaillait aussi de santé publique, qui avait donc alerté, bon, il a demandé déjà aux autorités sanitaires de l'État d'Alabama d'arrêter, ils n'ont pas voulu. Et donc il a écrit à la presse, et c'est là donc, où il a été une décision fédérale d'arrêter cet essai donc, d'expérimentation humaine. Alors c'est très particulier, parce que c'est un exemple qui montre comme les médecins nazis donc, qui faisaient de l'expérimentation humaine, c'est le fait que les médecins peuvent suivre l'idéologie du moment. Les nazis, bien sûr, et bien sûr le racisme américain ancré contre les Noirs, c'est-à-dire des médecins qui considéraient que c'était des Noirs qui étaient sous-humains, qui n'étaient pas des humains. Donc on peut faire les expérimentations. Et ça, malheureusement, on a vu combien de personnes, de jeunes Américains ont été assassinés. Il y a je pense, des centaines qui sont par an par les policiers, parce qu'ils sont noirs. Donc l'esclavage et le racisme dans la culture blanche américaine est quelque chose de très ancré, c'est une maladie gravissime. Il y a un épidémiologiste qui a regardé les causes des décès dans le Bronx des Noirs américains. Donc c'était ni les drogues, ni les maladies cardiovasculaires, mais en fait, première cause, c'est l'assassinat par des policiers. Et ça date de 1982, donc ça a été publié. Alors, les Américains, on peut dire qu'il y a les démons et les anges américains. C'est une société, le fait qu'ils soient ouverts, donc il y a l'autre côté aussi. Alors, juste après ça, là, c'est une photo que j'ai trouvée par des patients qui ont été donc, qui avaient la syphilis et qui l'ont regardé. Ils leur donnaient un peu d'argent. Mohim, c'était bien sûr des gens pauvres, et ça c'est souvent le cas malheureusement, c'est les gens les plus défavorisés socialement ou ethniquement qui souffrent le plus. Il y a une chose, lorsqu'on regarde dans les expérimentations humaines, bon bien sûr c'est les nazis, mais on oublie que les Japonais aussi, ils ont fait de l'expérimentation humaine sur les Chinois en Mandchourie. Ça on l'oublie pendant 3-4 ans. Ils avaient aussi des expérimentations humaines. Alors, suite à cette histoire de syphilis, il y a donc le rapport Belmont. Belmont, en fait, c'est une région aussi, en 1979, qui vont développer les principes d'éthique, donc, pour protéger donc, les personnes humaines. Et ils ont énuméré donc, les 4 principes qui restent les piliers de la bioéthique. Le respect de l'autonomie de la personne, autrement dit, il faut avoir le consentement. Les malades qui ont la syphilis n'ont pas eu de consentement, bien sûr. Et on ne leur disait même pas qu'ils avaient la syphilis. La bienfaisance, la non-malfaisance et bien sûr la justice. C'est toujours donc ces éléments-là, c'est les piliers de la bioéthique. Alors j'ai trouvé un livre qui développe tous ces points, de Beauchamp et Childress, et qui a révolutionné la réflexion au niveau de la bioéthique par rapport donc à l'éthique médicale classique. Il est à la 9e édition et il est très riche donc au niveau de la réflexion et des expériences. Alors je vais passer rapidement sur les dates que vous connaissez, donc le développement au niveau international, la déclaration de Helsinki, donc sur toujours les règles d'application de la recherche sur les êtres humains. Et bon, on va passer rapidement, surtout jusqu'à la Convention d'Oviedo, c'est important puisque ça a été voté à l'Assemblée générale des Nations Unies
Je ne sais pas, je n'ai pas pu savoir est-ce que le Maroc l'a signé ou non. Bon, c'est bon à savoir. Alors donc, ça c'est la bioéthique qui s'applique à toutes les maladies. Les maladies neurologiques et le cerveau, c'est particulier. D'accord? On va voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont particuliers à la neurologie. Alors, on peut prendre par pathologie des particularités de la neurologie. Bien sûr, les tests neurogénétiques intéressent toutes les maladies, mais génétique, toutes les maladies, mais neurogénétique est particulier. Je vais passer rapidement, on peut en discuter. Surtout d'annoncer dans les formes asymptomatiques de maladies neurologiques que la personne va avoir dans 20 ans une telle maladie, est-ce qu'il faut le faire ou non, etc. Dans les maladies vasculaires, il y a eu toute la séance sur le vasculaire. Alors le vasculaire, du point de vue de la réflexion éthique, c'est 3 maladies différentes. C'est la maladie à la phase aiguë, avec le consentement de la thrombolyse. C'est la maladie à la phase juste après, qui est en fait se prononcer sur le pronostic à la fois vital et fonctionnel de la personne. Et puis après, lorsque le malade va garder des signes, disons, permanents, des séquelles, quelle va être son autonomie. Et les Américains insistent beaucoup, est-ce qu'il va pouvoir conduire sa voiture ou non? Vous savez que les Américains, bon, ils habitent sans voiture, ils ne peuvent pas vivre. Et donc c'est un élément important. Alors, il y a les problèmes, bien sûr, des troubles de la conscience et des troubles de la vigilance. Et les décisions, en fait, est-ce qu'il faudrait débrancher la personne, aider donc les gens à mourir ou non? Alors, ces réflexions, c'est des réflexions, on va dire, occidentales et centrées, europocentrées. Donc, on n'a pas beaucoup de réflexions dans d'autres cultures et dans d'autres. On voit bien sûr la religion joue un rôle très important. Ici, on est plutôt dans la réflexion chrétienne. Je n'ai pas trouvé de réflexion, que ce soit dans les Israélites, les Juifs, ou bien sûr les musulmans. Il y a quelques travaux, j'ai trouvé 2 livres, et paradoxalement, pas paradoxalement, il faut pas. C'est les gens de Malaisie qui font le plus, donc, mais de réflexion sur le côté, et bien sûr des chercheurs qui sont installés en Europe occidentale. Les soins neuropalliatifs aussi, et une démence qui arrive à la fin, comment il faut se comporter. Et quelqu'un qui a une SLA, une maladie neuromusculaire, c'est différent, parce qu'il a toute sa conscience, toute sa présence. Ce n'est pas la même démarche que quelqu'un qui est détérioré. La détermination de la mort cérébrale, vous savez que c'est quelque chose d'essentiel pour faire des greffes, entre autres. À quel moment s'organiser pour pouvoir faire des greffes. Et puis, bien sûr, il faut avoir le consentement des parents du malade. Est-ce qu'ils sont d'accord ou non? Alors, il y a la particularité de la neurologie aussi pour le consentement éclairé. C'est des gens qui ont des troubles cognitifs. Comment vous pouvez savoir que vous pouvez faire chez quelqu'un qui a déjà commencé à avoir une détérioration, un consentement éclairé? Donc, c'est une problématique aussi. Il y a les Américains aussi insistent sur le fait des médicaments en développement dans des maladies qui sont incurables où il n'y a pas encore un médicament. Est-ce qu'il faudrait permettre aux gens de l'utiliser alors que ça n'a pas été encore validé? C'est une discussion qui est, je pense, qui est intéressante. J'ai eu dernièrement un patient qui est marocain, qui a la nationalité belge et qui a une SLA avec une trouble respiratoire. Et alors qu'il y a des essais thérapeutiques, j'ai fait une lettre à son médecin qui ne lui a pas proposé à Bruxelles, lui dire, bon, est-ce qu'il peut profiter des médicaments en développement? Puisque sinon, ce monsieur, il va mourir dans 3 mois. Alors, les choses que vous connaissez, bien sûr, on avait discuté, j'étais, étonné un petit peu par le docteur Defebvre, il n'est pas là, donc, qui a présenté l'algorithme de diagnostic prédictif de la maladie de Parkinson. Mais c'est un gros problème d'éthique. Vous allez faire un algorithme, vous dites à la monsieur, dans 15 ans, vous allez avoir une maladie de Parkinson. De quel droit? Donc, il va se suicider, ça va casser totalement
sa vie, et c'est un gros problème, le fait des diagnostics prédictifs avec donc les algorithmes et entre autres aussi l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose aussi qui, bien sûr, demande à être encadré, comme les médecins doivent être encadrés. Pour la bioéthique, dans les groupes disons, qui s'occupent de ces problèmes-là, il n'y a pas que les médecins. Au contraire, ils sont minoritaires, les médecins. Il y a les sociologues, il y a les juristes, il y a les anthropologues, il y a les politologues, il y a les représentants de différentes parties de la société civile en fonction de la pathologie. Justement, pour ne pas laisser la dérive, c'est ça qui a changé totalement entre éthique médicale, déontologique, où les médecins étaient entre eux, à la bioéthique, où c'est la société qui encadre en fait le travail des médecins. Alors les problèmes que vous connaissez aussi, les conflits d'intérêts entre les neurologues en général et l'industrie pharmaceutique et les dispositifs médicaux. Il y a toujours des dérives malgré tous les contrôles qu'on peut faire. Et des choses qui nous intéressent le plus, c'est de l'éthique aussi, comment faire accéder la majorité de la population à des soins optimaux, quel que soit le niveau donc, social. Vous savez que chez nous, au milieu rural, quand vous allez prendre quelqu'un, malheureusement, bon, c'est un désert médical total, c'est-à-dire 40-50% de la population qui ont des problèmes aussi, comment dire, des séquelles ou une évolution d'un Guillain-Barré, mais il ne peut pas profiter d'une rééducation, puisque dans la campagne, il n'y a pas de kinésithérapie. Et on peut prendre un AVC qui a aussi, donc, qui garde des séquelles. Bon. Donc, c'est en fait les lacunes qu'on a dans les systèmes, mais surtout les inégalités sociales de santé. C'est quelque chose auquel il faudrait penser. Et puis, bon, il faudrait donc, effectivement, qu'il y ait des réflexions au niveau culturel, au niveau religieux, bien sûr, garder les avancées qui ont été faites au niveau de la réflexion donc, occidentale, mais aussi donc, réfléchir, appliquer l'humanisme donc, musulman aussi, et faire évoluer les choses. Et dans ces cas-là, bien sûr, il faut manifestement impliquer les théologiens, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Alors là, j'ai mis quelques références, et en particulier James Bernat, c'est un monsieur qui travaille sur les problèmes d'éthique de la neurologie depuis 40 ans. Et donc il a publié ce livre, et pour les Américains, c'est le premier livre en fait sur l'éthique, en particulier des différentes pathologies neurologiques. Il a aussi donc édité un numéro du Handbook of Neurology sur l'éthique, appelé donc Ethical and Legal Issues in Neurology. Et aussi un séminaire qui est intéressant, puisque vous avez chaque pathologie vasculaire, dégénérative, etc., avec les problèmes. Alors je passe donc à la neuroéthique maintenant. La neuroéthique, c'est différent. C'est pas que c'est différent. La problématique essentielle, c'est la recherche en neurosciences. Et l'intrusion, entre guillemets, des neurosciences dans tous les domaines. Dans le droit, dans l'éducation, dans la politique, etc. Et ce qui est dangereux, bien sûr, c'est la manipulation de pouvoir politique des gens en utilisant les neurosciences. C'est-à-dire utilisant les sciences alors que derrière, en fait, c'est de l'idéologie qui est là. Alors je vais vous montrer une des dérives aussi donc, que vous connaissez très probablement, des médecins en matière donc, qui a fait réfléchir après sur tout ce qui est manipulation, utilisation du cerveau, que ce soit par les médicaments ou la chirurgie. Et vous connaissez les lobotomies du lobe frontal, qui ont été donc utilisées de 1938 à 1950, principalement aux États-Unis. On revient toujours là, parce que les États-Unis, aussi, on peut avoir des dérives, mais c'était aussi en Europe. Et je vais vous donner deux exemples qui m'ont, puisque en particulier un exemple qui est pas intriguant, mais bon,
qui est d'un neurologue portugais que vous connaissez déjà. Question de culture siatmani générale, qu'est-ce qu'il a découvert au lieu de les fourfouiller dans les cerveaux des malades? Edgar Moniz. C'est lui qui a découvert l'artériographie cérébrale, le premier qui a fait les artériographies. C'est une personnalité particulière, il était politique, était député, était même ministre des Affaires étrangères du Portugal en 1919 après la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. D'accord. Et il est neurologue, donc pas neurochirurgien. Alors il a écouté une conférence à Paris de deux chercheurs en neurosciences, en fait, qui travaillaient sur les singes. Que vous connaissez le syndrome probablement. Donc, lorsqu'on détruit les lobes frontaux des singes, on a le syndrome. Oui, mais ça porte un nom. Bon. Oui, grande apathie. Et le singe s'appelait Lucie. Et le nom du syndrome? Oui, Lucie. Alors Moniz, il s'est dit, il va faire la même chose chez les humains. On était dans les années 30. Ce monsieur, il avait un super pouvoir politique et médical. Et c'est ça, la dérive lorsque vous avez des pouvoirs. Et il a commencé à aller où? Les prisonniers, à leur faire des lobotomies. Ce qui est gravissime, c'est que M. Moniz a eu le prix Nobel de médecine pour ses découvertes extraordinaires, pour la lobotomie en 1949. Et jusqu'à maintenant, il y a pas mal de gens, quelques descendants, mais on va voir, puisqu'en Amérique ça a explosé, il y avait au moins 50 000 personnes qui avaient une lobotomie, qui demandaient qu'on enlève le prix Nobel à Moniz. Et voilà ce que dit le comité pro-Nobel, Nobel pour sa découverte de la valeur thérapeutique de la leucotomie dans certaines psychoses. Voilà Moniz. Mais ce qui est grave, et ça c'est les Américains, ça c'est le monsieur ici donc à gauche, il s'appelle Walter Freeman. C'est un médecin, c'est même pas un neurologue, c'est un médecin généraliste américain. James Watts qui était à côté, donc c'est un chirurgien. Et qui ont décidé d'importer la technique portugaise donc aux États-Unis. Et voilà comment il procède, M. Freeman. Oui, tout à fait. Et c'est sous orbitofrontal. Oui. Et ce monsieur, il avait une camionnette. Et il circulait dans les différents États américains et il s'arrête devant les hôpitaux psychiatriques pour offrir donc ses soins. Et on amenait les gens, lui, bon, il le fait. Il a fait 4000 lobotomies et il a tué au moins 100 personnes. Parmi les victimes de M. Freeman, il y avait la sœur du président John Kennedy. Il devait avoir une psychose, donc elle aussi. Voilà donc les dérives qu'on peut avoir. Alors là aussi, c'est à partir de ces expériences qu'il y a eu donc le développement de l'encadrement en particulier donc de la neurologie. Alors la neuroéthique, comme je vous ai dit, là c'est au niveau de la recherche. Et ça peut être gravissime, c'est en fait essentiellement au niveau de la neuroimagerie cérébrale et l'intervention au niveau du fonctionnement du cerveau. Alors je vais commencer par le fonctionnement du cerveau puisque Mounir Rahmani est devant moi. Et les problèmes de l'éthique qui se posent dans la stimulation cérébrale et le plus typique, c'est le Parkinson. Mais il y avait un cas, puisqu'il y a bien sûr en neuroéthique aussi, il y a des cas cliniques. Cas clinique, il y a quelqu'un qui avait uniquement pas uniquement un tremblement gênant. On lui fait une stimulation sous-thalamique
et on change totalement sa personnalité. Alors, est-ce qu'il faut aller changer la personnalité de quelqu'un pour traiter un tremblement? Je veux dire, c'est une question d'éthique et c'est des choses que je pense qu'il faudrait pour chaque maladie, avoir la réflexion éthique autour. Donc, ça c'est... Alors, le problème des interventions fonctionnelles, c'est qu'on peut les faire aussi à crâne fermé. Et c'est la... comment on appelle ça? Transcrânienne, donc la transcrânienne. Donc, on peut les développer. Et comme toujours, là aussi, on trouve les Américains. Les Américains, vous pouvez avoir de la neuroimagerie en dehors d'hôpital, ce qui est interdit en Europe. Des IRM, problème donc des casques pour améliorer la mémoire, pour améliorer l'attention, etc. Et apparemment, il y a une explosion dans les pays asiatiques des casques. Et là, on a la société, bien sûr. Si on est dans un pays démocratique et libéral, la société peut contrôler l'État. Mais si vous êtes dans un État autoritaire, voire dictatorial comme en Chine, ben c'est l'inverse. Alors, il y a des usines qui ont mis donc des casques pour essayer, soi-disant, stimuler l'attention des ouvrières. Mais en fait, c'est aussi pour étudier, puisque là aussi, c'est un matériel qu'on peut étudier et qu'on peut utiliser autrement. Donc ça, c'est les pros. Et puis, vous savez aussi que les transhumanistes veulent ajouter des puces pour améliorer l'intelligence, Et là aussi, c'est une dérive si ça arrive, qui va en profiter? C'est les gens les plus privilégiés, ce n'est pas les gens pauvres. Et donc, les inégalités, ça peut être extraordinaire. Alors là, la neuroimagerie, il y a beaucoup de choses. Au niveau de l'éthique, ça va déjà de la découverte d'une lésion. Qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qu'on découvre qu'il a donc une malformation vasculaire cérébrale? C'est intéressant au niveau de la réflexion. Est-ce qu'on va lui dire, est-ce que lui expliquer jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'on a les moyens pour dire quel est le risque, etc. Et puis quelle est l'attitude que peut avoir donc la famille ou les membres de la famille? Il y a aussi donc une vraie violation de la vie privée des gens, de regarder dans leur cerveau qu'est-ce qui se passe. Il a parlé d'un cas de jeune qui a un tic et qui est devenu impulsif, d'accord, à la suite donc de sa maladie. Actuellement, dans le droit américain, ils prennent en compte les données de l'imagerie cérébrale au niveau, donc les juges prennent en compte s'il y a donc des problèmes, effectivement. Donc c'est une utilisation qui peut être bonne, entre guillemets, mais ça peut être dramatique aussi. Il y a un cas, peut-être que vous l'avez connu, puisque c'est dans la littérature, d'une Indienne qui a son petit ami a été décédé, on a trouvé de l'arsenic. Et on a dit que c'est elle qui a donné l'arsenic. Et qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait un électroencéphalogramme. Et ils ont dit, on lui dit fraise, banane, arsenic. Et l'EEG n'a pas bougé donc pour les trois, donc il a utilisé l'arsenic. Il a été condamné à la prison à vie. Heureusement qu'il y a eu tout un scandale, et en particulier donc un article dans le New York Times pour reprendre le procès, et l'État indien a interdit, bien sûr, le détecteur de mensonges, mais qu'on peut utiliser aussi au niveau donc avec l'IRM, surtout l'IRM fonctionnel. Oui, 2 minutes. Voilà maintenant les dérives des neurosciences et de l'éthique. Vous avez du neurodroit. Il y a tout le problème de l'éducation, neuroéducation et utilisation. Vous avez pas mal de théories des neurosciences appliquées à l'éducation. Et là aussi, ça... puisque lorsqu'on dit neuro, on dit, comme pour la génétique, on dédoie la société en fait. C'est ça qui est le plus dramatique. Au lieu de dire qu'il faut changer au niveau social les problèmes qui se posent, on veut dire, c'est le cerveau, c'est comme ça. Donc, alors que ce n'est pas vrai.
Neuromarketing, c'est ce que vous voyez les affiches tout le temps et tout le temps. Il faut baisser les yeux de temps en temps. Et puis neuroéconomie, neuropolitique, etc. Donc là, des livres très intéressants. Il y a une Canadienne qui s'appelle Judy Ellis, qui est une des meilleures spécialistes donc, de tout ce qui est neurosciences et éthique. Alors pour le Maroc, qu'est-ce qu'il faudrait réfléchir à quoi? Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à réfléchir à avoir une loi nationale de bioéthique. Et ma suggestion, c'est qu'il faudrait peut-être l'Académie royale du Maroc le prenne en charge, en considération, en mettant des sociologues, des anthropologues, des médecins, des neurologues, bien sûr, et en mettant, bien sûr, des fuqaha, des théologiens. Bon, il faut avoir des gens ouverts quand même, parce que sinon on ne pouvait pas discuter avec eux. D'accord? L'autre chose plus terre à terre pour nous, c'est que la Société de neurologie et la Fondation doivent s'intéresser à l'éthique. Chaque maladie, il a son côté éthique particulier, auquel le médecin et le neurologue en particulier, il doit en être conscient. Et puis les résidents aussi, donc, il faudrait intégrer dans leur cursus de formation l'enseignement donc de l'éthique, et je proposerais qu'on peut discuter d'avoir un manuel au début, au moins pour les règles générales pour les résidents, pour la démarche donc éthique. Avant de dire qu'il faut avoir des neurologues neuroéthiciens, comme aux États-Unis, ou dans les grands hôpitaux, lorsque vous avez un problème d'éthique, vous appelez ce spécialiste et dites comment je vais me comporter avec ce malade. Pas pour les problèmes techniques. J'ai un dilemme, comment je fais? Lui, il va vous dire ce qu'il sait et bien sûr d'essayer de l'appliquer. Je vous remercie de votre attention.